Stable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. J'étais en train de me faire masser les pieds en première classe dans un avion en direction du Mozambique quand je me suis dit, il faudrait consulter les Montréalais à ce sujet-là, Philippe Richard Bertrand. Écoutez, au moment où on enregistre le show, l'histoire n'est pas terminée, on va se le dire comme ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On aimerait vous faire une petite revue d'actualité et évidemment, difficile de passer à côté en matière d'affaires financières de cette saga fabuleuse de l'Office de consultation publique de Montréal. Philippe, as-tu suivi cette affaire-là un peu? De très proche. De très proche. Ben, raconte-moi ce que t'en penses déjà, puis je te donnerai la réplique. Non, mais je pense que... J'attends la fin de mon massage. C'est ça. Non, mais je pense que, encore une fois, il faut faire attention quand on est responsable d'argent qui viennent de fonds publics. Je pense qu'il faut exercer un droit de réserve, il faut exercer un droit de retenue, il faut se contrôler. Je ne sais même pas quel adjectif utiliser, mais chose certaine, c'est pas parce que tu es dans un organisme public qui est indépendant. Donc, tu sais, veux pas qu'il n'est pas à la vue d'un vérificateur général de la ville. Mais pourtant, ils disent avoir été vérifiés, puis moi, c'est ce qui m'étonne. Oui, mais encore une fois, dans les dépenses de la ville, quand tu regardes les dépenses de la ville de Montréal, le budget de 2 millions ou 3 millions annuels, puis qu'il y ait des écouteurs à 900 piastres qui est moi, je fais de la radio dans la vie, là, comme avec toi, là, puis avec toi. On n'a pas des écouteurs. Mais j'ai d'excellents écouteurs, là, comme j'ai fait des benchmarks d'écouteurs, là, comme, et mes écouteurs m'ont coûté 250 $, et c'est une quote-unquote grosse dépense. Ouais, comme, je comprends même pas qu'est-ce que tu achètes à 900 $. Sinon, des trucs avec des petits trucs en diamant. Là, tu comprends? Apparemment, c'est des trucs à Apple, mais qui du point de vue de la qualité sonore, n'ont rien sur mes Beyerdynamics ou sur n'importe quel écouteur Rode professionnel. Là, tu comprends? C'est du pur gaspillage. Puis il y a des écrans géants, 3 écrans tactiles, 3 écrans géants. Honnêtement. D'un coup, tu aurais 3 meetings en même temps. By the way, là, moi, j'en ai acheté des écrans pour mon bureau. Là. Puis quand j'avais atteint là, genre 200-300 $, puis bon, j'ai pas des 85 pouces, mais j'ai des 65 pouces. Moi, j'ai une télévision. Puis, moi, j'ai une télévision 85 pouces que je peux brancher sur mon foutu laptop et elle m'a coûté 1600 $ chez Costco en spécial. Je sais pas comment ça a coûté 3... Ben, ils sont tactiles. En tout cas, peu importe. Parce que moi, je pense que ça envoyait un message clair, OK? Puis là, veut pas, ça a créé un onde de choc partout. Là. Moi, j'étais un peu surpris, Phil. Pendant les 3-4 premiers jours, il n'y avait que le Journal de Montréal qui tapait sur le clou. Et là, enfin, là, au cours du week-end, là, OK, parce que Mme Plante a réagi, parce que la vérificatrice générale, mais là, Radio-Canada, la presse, puis là, tu sais, tout le monde a emboîté le pas, mais c'est comme ça non, mais imagine la situation. Tu sais, nous, tous les deux, on est en consultation. On soumet des dépenses à nos clients. Constamment, là, de transport. Mais qu'on justifie. Exactement. Mais je suis allé à Magog, ça a pris 147 km, pas un de plus, pas un de moins. Je suis allé chez Subway, ça a coûté 14,87. J'ai laissé 15% pour moi. Je vais donner un exemple. Je vais, moi, tu sais, je vais souper avec toi, OK? Puis je décide de le charger à mon client. Sure. OK? Mon client m'a donné un barème que je dois respecter. Comme un souper, c'est 50 $. Bien sûr. C'est-à-dire, là, je t'invite, on a le droit à 100 $. Si je dépense au-dessus du 100 $, c'est toi qui payes. C'est de ma poche. Puis, mais là, je sais pas comment ça fonctionne. La CPM, comme tu dis, c'est semi-indépendant et tout ça, mais je veux dire, moi, j'ai des clients dans la fonction publique, chacun paye son lunch, là, tu comprends? Je veux dire, des sandwichs à 8 piastres. Comme, non, mais ça dépasse ça, Francis, parce que là, on parle, elle a payé un lunch à un de ses anciens partenaires d'affaires pour sa fête, qui a rien à voir avec l'Office de Montréal. Mais bon.
Et cette dame-là, donc maintenant, est la numéro 2 là, à la ville. Ouais. Elle gère l'argent. C'est quand même, je veux dire... Puis elle se défend sur toutes les tribunes d'avoir fait quelque chose d'illégal. Mais quand t'es rendu à dire, tu sais, je n'ai rien fait d'illégal, généralement, c'est pas un super bon signe, là, tu sais. Sauf que tu comprends que là, bon, là depuis, là, la mairesse Valérie Plante est sortie. Là, ils vont avoir un scrupule. Puis là, les organismes publics ont tout emboîté le pas. Là, parce que... OK, fait que Phil, au moment où on enregistre ceci, c'est la situation. Fait qu'on fait des prédictions. Comment ça va finir? Moi, je pense qu'un geste réparateur, on va appeler ça comme ça, un geste réparateur, ça serait de demander un remboursement de la dépense. Oh boy. OK? Moi, je pense. Là, je te parle pas des écrans tactiles parce qu'ils sont physiquement dans une pièce. Là, mais je te parle des repas, les repas, repas là, les écouteurs à 900 $. Tout ce qui pourrait. Ouais, mais les écouteurs, s'ils sont restés dans le bureau. Ben, Mozambique, ils sont allés sous le couvert d'une rencontre diplomatique. Etc. L'arrêt à Londres pour aller voir des membres de la famille en destination vers Paris. Ça, tu fais au prorata des kilomètres parcourus? Non. Hey, moi, je m'appelle, tu as voyagé toi aussi là, pour des clients. Là. Puis, tu sais, quand mon client, je disais, hey, je vais prolonger mon séjour de 3 jours. J'ai fait ça. Déjà, tu payes l'hôtel. Mais je payais à mes frais, là. Tu sais. Puis, si le client avait prévu 1500 $ d'avion. J'ai travaillé longtemps pour BNP Paribas. Okay? Ils ont 200 000 employés dans le monde, là, pas 22 là, comme le CPM. C'est une banque qui gère des centaines de milliards de dollars et jamais il me serait passé par la tête de leur charger une nuit à 122 € de plus que ce que j'avais besoin pour le mandat. Puis je veux dire, c'est pas de l'argent public, là, c'est de l'argent privé d'une banque. Là, mais comme je te dis, je pense, j'ose croire, moi, Francis, j'aime les gens. Tu me connais, là, tu sais, je suis un gars. J'ose croire que c'est une erreur. Répété pendant 8 ans. Mais honnêtement, si elle dit, ce souper-là, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, j'ai fait mes comptes de dépenses dernièrement de ma propre compagnie. Puis le sac d'école de mes enfants s'est retrouvé sur mon compte de dépenses, mais je l'ai posté 2 mois après. Puis là, j'ai tout de suite écrit à mes associés, « Hey guys, il y a un sac à 180$, il n'y a pas d'affaire là. » Je l'ai fait enlever, tu comprends? T'achètes des sacs d'école à 180$. Deux sacs. Deux sacs d'école. Ouais, dans le combat de Who's Richest, Phil vient de perdre 3 points. Il y a un nombre record de faillites d'entreprises au Canada. Je sais que c'est un sujet, toi, qui tient beaucoup à cœur, Phil, l'insolvabilité corporative. Ça t'inquiète? Oui, augmentation de 46 46 là, si on compare à la même période. C'était historiquement bas. Oui, pendant la parce pandémie. qu'il y avait tellement d'aide. On part un peu de mais zéro. Quand même, là, mais il y avait tellement d'aide gouvernementale. Sauf que là, tu comprends que de faire un processus de faillite, tu peux pas déclarer faillite comme ça. Là, il y a au minimum 15 jours de préparation. Ouais. Donc là, les gens se préparent. Moi, je pense qu'on n'a pas encore atteint le point culminant de ça. Le point culminant va arriver, je te dirais, entre le 15 décembre et le 15 janvier parce que tu dois rembourser tes prêts d'urgence pour le 18 janvier. Oui, mais c'est pour beaucoup d'entreprises, en fait, peut-être pas toutes les industries, mais pour beaucoup de mes clients, en tout cas, c'est la période où tu fais le plus d'argent. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je te dis, tu vas tout préparer, tu vas déclarer faillite le 15 janvier. Puis, OK, mais là, en même temps, on a déjà eu cette conversation-là. Pour moi, ces entreprises qui vivent de subventions publiques pendant la COVID, etc., c'est un peu des zombies. Là. Je veux dire, il y a quelque chose de bon là-dedans qui est des faillites. Je veux dire, mais je pense que on fait le ménage. Je veux pas être insensible. Oui, on va faire le ménage de certaines industries qui peuvent pas s'en sortir. Par contre, je vais donner un exemple. Moi, j'ai reçu une communication d'une banque aujourd'hui qui me dit « Je vais te financer le 40 000 de ton prêt d'urgence. » Je te le finance à 12 Nice. OK, 12 1. 2, il y a des frais de dossier de 250$. 3, on te demande de signer garantie personnelle. Toi-même, oui, mais là, je suis pas garantie personnelle sur le prêt actuel. Tu penses-tu vraiment que je vais faire ça? T'sais, donc, je pense qu'il y a des gens qui vont se faire prendre au jeu. Les banques, on les connaît tous. Ils vont trouver une façon de faire de l'argent puis de tourner ça. Parce que là, en ce moment, c'est la banque qui a décaissé. Mais la garantie de ton prêt d'urgence, c'est le gouvernement du Canada. Bien sûr. Donc, faites attention dans vos choix. Mais honnêtement, si votre santé mentale, votre santé psychologique en prend pour son rhume, il est mieux d'aller consulter un syndic, honnêtement, que de vivre ça. Parlons vite, c'était pas sur la table, mais justement, il y a encore de l'espoir, Phil, que tous les prêts soient automatiquement convertis en 40 000 endossés par le gouvernement, ou tu penses que notre chien est mort par rapport à ça? Il est tard.
Puis, ouais, mais il est jusqu'au tard. 18, au Non, 17 janvier, je sais, mais tard, il est tard. Deuxièmement, il y a eu la mise à jour économique, du moins du gouvernement du Québec. Ouais. Le gouvernement du Québec ne s'est pas positionné pour demander pas de leur l'aide. Oui, mais argent, de mais mettre ouais. un peu de pression sur le fédéral. Mais tu sais, M. Girard le dit, ça s'annonce pas joli au niveau de la croissance économique du Québec. Puis je devine que le portrait que M. Trudeau... Pas joli. Hey, de moins. On passe de 1,7 de croissance, 1,4 à 0,7. Mais mon point, c'est que M. Trudeau, Mme Freeland doivent avoir un peu le même portrait à l'échelle nationale. Fait qu'ils doivent pas se sentir riches d'oublier des 20 000 Je suis d'accord, piastres, mais c'est toi l'économiste. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux? Moi j'ai, tu sais, le ministre de l'économie, le ministre des Finances, excusez-moi, du gouvernement du Québec a dit que on va retrouver l'équilibre budgétaire de 30 du PIB en 2037. Tabarnane, c'est dans 14 ans. Alors, est-ce que c'est... Non, mais c'est ça quand même. C'est dans 14 ans. Mais est-ce que c'est mieux que tous les business? Je pensais prendre ma retraite. Tu sais, il y a 900 000 prêts d'urgence au Canada en ce moment. 900 000. Fois 20 000 piastres, it's a lot of money. Non, mais fois 60 000. Oui, OK, mais ce que je dis, moi mon argument, Phil, c'est que cet argent-là, les entreprises l'ont eu, OK? Ouais. Moi, la gimmick que je comprends pas, c'est on t'a prêté 60 000, puis tu le rembourses avant, c'est 40 000, puis là, il faut que en plus t'endosses ta maison, ton chien, puis ton laptop. C'est comme, pourquoi on fait pas juste dire à tout le monde, on va oublier le 20 000 piastres, puis vous devez 40 000, backé par le gouvernement. Comment? Mais ça reste que 900 000 business fois 20 000 piastres, it's a lot of money. Fait qu'ils se disent, la croissance sera pas au rendez-vous, ça va être difficile, on veut pas augmenter les impôts, on veut pas couper d'un service. Fait que tu sais quoi, on préfère laisser des entreprises faire faillite que de donner 20 000 $, ce qui est objectivement pas tant d'argent. Non, mais c'est mieux, d'après moi, que le gouvernement continue à supporter ça, parce que sur le bilan, le bilan financier du gouvernement, si tu as 50 des compagnies, du 900 000 prêts, si tu as 450 000 prêts qui ne remboursent pas, qui font faillite... Ça sera pas la moitié. Calmos, là, voilà. Il n'y a pas genre 8 milliards de compagnies qui vont faire faillite. Là. Il y en a eu. Tu dis que c'était 40 de plus. Ça reste 1000 compagnies, Phil. Demain, il ne va pas en avoir 400 000. S'il y a 400 000 compagnies qui vont faillite, on ne va plus avoir d'émissions, je pense, ou on va avoir une très bonne émission. En fait, il n'y aura plus de Canada. Le Canada va être Parlant de faillite, Phil, WeWork, c'est officiel là, maintenant. Hey, mais on en a parlé à notre émission il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je pense qu'on avait été tippé off par des blogs américains. C'est le Wall Street Journal qui a sorti l'histoire il y a 2 semaines là, qui disait que ça s'en venait, mais là, c'est fait. Là. WeWork s'est mis sur la loi de la protection de la faillite. Bizarrement, ils ont fait ça qu'au Canada et aux États-Unis. Donc, ça ne touche pas les autres bureaux dans le monde. On me dit que les loyers canadiens ont d'énormes retards. D'énormes retards, parce que pour que les gens qui nous écoutent comprennent, la minute que tu te mets sur la loi de la protection, tu ne peux pas d'aucune façon demander aux locataires, excusez-moi, de payer ses loyers. Par contre, le loyer du mois de décembre, tu peux y demander parce que techniquement, tu peux mettre des scellés sur les portes-là. Je comprends. Ah, mais est-ce que ça va les aider? Oui. Mais... Parce que dans la logique de faillite là, ou de protection, là, il peut y avoir une volonté de redresser la compagnie puis de pas la tuer, right? Comme ça se pourrait ça veut pas dire qu'ils ferment. Non, l'idée, c'est qu'ils vont essayer de s'arranger avec leurs créanciers. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont retourner, là, je vais donner un exemple très concret, là, ils vont retourner vers la caisse de dépôt, parce que la caisse de dépôt est propriétaire d'Ivanhoe Cambridge, puis Ivanhoe Cambridge est propriétaire de la Place Ville-Marie, puis WeWork a un bureau à la Place Ville-Marie. Ils vont se retourner, ils vont dire, regarde, je spécule. On doit 50 000 piastres de loyer. Par mois. Là. Non, mais peu importe. Mais je t'offre 10 sous dans la pièce. Ouais, je comprends. Mais là, attends. La problématique de ça, c'est quand tu regardes les états financiers, les derniers états financiers de WeWork, je suis même pas sûr qu'ils ont de l'argent pour payer la proposition. Non, puis moi, tu sais, ce qui m'intéresse aussi là-dedans du point de vue des marchés, Phil, c'est qu'à pareille date, début novembre 2022, la valeur de l'action de WeWork était autour de 106 $ par action. La veille de la faillite, là, puis même dans les semaines qui ont précédé, l'action se transigeait à 1,22 $. Elle a perdu 99,2 % de sa valeur. Ce qui fait que demain matin, tu tournes vers les marchés en disant « Je vais faire un appel public à l'épargne pour lever des nouveaux capitaux à 1 piastre par action. » Il va falloir que tu aies beaucoup d'actionnaires. Le seul grand gagnant de ça, c'est l'ancien... C'est le fondateur de WeWork. Adam, qui lui est parti avec
750 millions. Il est milliardaire non. maintenant. 750 millions. Non, regarde, c'est ça la petite twist. Il est parti avec 750 millions de settlement. OK, cash, OK? Ça, c'est la banque, là, comment elle s'appelait, la banque? SoftBank. SoftBank qui a fait un chèque, puis il gardait 750 millions de stock de WeWork. Le stock de WeWork vaut plus rien, mais il s'est acheté un empire immobilier à même les fonds de WeWork. En d'autres mots, il a acheté les buildings à son nom puis il est reloué à WeWork. Alors, mais effectivement, c'est le plus grand gagnant là-dedans. Il va être parti avec quand même 750 millions US. Puis il est dans une nouvelle business. On finit, Phil. On va acquérir un peu plus tard à l'émission nos amis les courtiers. Oui, qui vont nous parler. Il y a eu une courtière, disons, moins sympathique qui a été condamnée par l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Il s'agit de la courtière Brigitte Lepailleur. Je ne sais pas si tu as suivi cette histoire. Oui, je l'ai lu. Moi, écoute, déjà, elle semble assez malhonnête, cette dame-là, là, selon les pratiques qui ont été décrites dans les articles, dont celui du journal. Plusieurs clients qui disent cette fait fourré, qui est quand même pas gentil. Mais tu sais, ça met quand même un haro additionnel sur la profession là, de courtier immobilier, qui est déjà mal perçu dans la société québécoise, de voir des gens comme ça qui tirent parti. Puis tu sais, dans le cas de Mme Lepailleur, clairement, là, a tiré parti de la vulnérabilité de certains de ses clients pour se faire de l'argent à elle, là, pour s'enrichir personnellement sur le dos de clients vulnérables. Fait que tu sais, c'est complètement inacceptable. Et moi, ce qui me choque un petit peu là-dedans, Phil, c'est que ce que je comprends, là, puis corrige-moi si tu as une compréhension différente, mais l'OACIQ, c'est régi par des lois, là, c'est le produit d'une loi québécoise, et ils sont limités dans les pénalités qu'ils peuvent asséner. Donc, ils ont ils ont obligé Mme Lepailleur à payer 150 000 $ de pénalité. Mais ce que je comprends, c'est qu'elle se serait enrichie à travers ces stratagèmes-là de 500 000 $. Donc, essentiellement, ce que je comprends, là, puis je vais faire mon théoricien économique, c'est qu'elle peut continuer à fourrer du monde pour 500 000 $, payer 150 000 de pénalité, mais quand même garder le 350 000 de différence. Et je ne justifie pas, et je suis loin d'être tendre envers les courtiers immobiliers généralement, mais elle a eu 150 000 $ d'amende, ça c'est un. 2, elle est radiée. Elle est suspendue pour 180 jours. 180 jours. Radiée. OK. Après ça, moi, avec le jugement de l'OACIQ, je suis pas mal sûr qu'ils vont avoir une poursuite civile. Ils vont avoir une poursuite civile. Je ne suis pas avocat, je n'aimais pas d'aucune façon. Des gens lésés qui vont faire une poursuite civile. Et là, le avec travail punitif, le travail a été fait dans l'enquête, tu comprends? Ils vont arriver avec le dossier de l'OACIQ. Avec la preuve. Alors ça sera pas chic, mais je pense qu'il est temps que l'OACIQ... Tu me rabiboches quand même, parce que moi, j'étais comme, tu sais, en bon crook, là, je me dis, hey, je peux faire 500 000, payer 150 $ de ticket de parking, puis c'est ça. Party on. Je vais le faire. C'est pas du petit argent, là, on parle de centaines de milliers de dollars. Là. Non, mais ça, c'est elle a fait 500 000 sur 7 transactions-là. Oui, c'est quand même fou. Bref, écoute, j'ose espérer. Puis, tu sais, je vais quand même lever mon chapeau là, à CQ depuis quelque temps. Là, on le voit bien. Il y avait les deux courtiers qui faisaient des offres fictives. Il y a cette histoire-là. On sent que l'OACIQ, là, il commence à sortir un peu les crocs, hein, quand même. Là, mais moi, j'aimerais voir ça dans les autres organismes. Donc, la Régie du bâtiment du Québec, la Commission de la construction du Québec, et etc. Tous ces organismes qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Je vais m'en tenir au domaine de l'immobilier que je connais bien. Lever mon chapeau à l'OACIQ pour essayer de redonner un petit peu ses lettres de noblesse à ce métier-là. Et d'ailleurs, on a accueilli à l'émission le VP Marketing, puis on va le réinviter. Oui, on va le réinviter pour on nous le parler. salue, Louis. Donc, merci d'être avec nous et on se retrouve dans un prochain segment à l'épisode. Bonne soirée. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Super content d'être avec vous. On est en compagnie de David Dubé, qui est le PDG de Cartel Musique. Yes. Salut, David. Salut, Phil. David et moi, on se connaît depuis une 20aine d'années. Aïe, aïe, aïe. Au moins, on était tous les deux à nos débuts entrepreneuriaux à essayer de conquérir le monde. Moi, j'étais dans le web. Toi, t'as toujours été dans la... En fait, t'as tout le temps été dans la musique. C'est encore la même affaire, ça s'est juste développé. Alors, parle-nous donc un peu, pour commencer, qu'est-ce que c'est Cartel Musique? Cartel Musique, à la base, c'était une maison de disques.
Mais depuis, je dirais, environ 6-7 ans, on a commencé à diversifier les revenus. Fait que j'ai parti une branche production de spectacles en 2019. Puis c'est ce qui a pris le dessus. Je dirais que c'est rendu comme 75% de mon chiffre d'affaires. Puis je sais que tu as tout le temps eu une genre de niche, tu sais, dans le sens où quand je t'ai connu il y a 20 ans, là, tu étais très hip-hop, rap. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Puis ton nom est sur plusieurs débuts de rappeurs veut des noms, québécois. là, Non, un peu de humble brag, là, s'il te plaît. J'ai eu la chance d'avoir des beaux succès grâce à Musique Plus, qui m'appuyait beaucoup dans le temps. Fait qu'on vient de l'ère de Musique Plus. J'aimerais juste faire remarquer aux auditeurs que Musique Plus, maintenant, c'est un magasin Gosselin. Nous triomphâmes sur le... Aïe. Fait que c'est ça. Non, mais ça a commencé. Vraiment... Moi, j'ai travaillé avec toi sur des affaires comme Cire Pathétique. J'ai travaillé avec toi sur... Mademoiselle Giraffe, je me souviens. Mademoiselle Giraffe. On avait fait un rappeur, jeu. Là, Manu Militari. Ben ouais. Ben ouais, dans le temps. Puis ça... là, la différence, c'est que... ça fait 20 ans. Fait que c'est sûr que j'ai commencé aussi à diversifier le style musical pour lequel je travaille. Si t'es cool, puis je sais que je vais bien m'entendre avec toi, je vois pas pourquoi le style musical serait une barrière dans le business. Là. C'est la raison pour laquelle maintenant je suis rendu le producteur de Jonathan Roy. Ça fait pas super longtemps. Mais tu vois, si je m'étais fermé à ça, toute la belle année qu'on vient de passer, on l'aurait probablement eu. Est-ce que tu pareil. t'imposes un peu des limites quand même? Est-ce qu'il y a des styles qui t'intéressent moins? Genre, moi, je m'impose. On a gagné album country l'année passée. Avec un de nos projets. Mauvaise question, je recommence. Non. Pour de vrai, maintenant, je sais avec l'expérience que c'est vraiment comme des long runs. Fait que tant que je sais que je vais bien entendre avec toi en long run, peu importe le style musical que tu fais, on va toujours essayer de trouver une façon de sortir du cadre pour que ça fonctionne. Au moins pour qu'on puisse piquer la curiosité des gens, parce que c'est là ma job surtout, c'est de faire écouter. À partir du moment que la personne a écouté, rendu là, c'est plus ma job. Fait que j'aurais envie de te poser la question là, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont nécessairement aucune idée de c'est quoi la job d'un producteur de musique. Tu sais, mettons en 3-4 grandes étapes, là, mettons, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis un compositeur. Je m'organise pour que les choses se passent. OK, fait que l'enregistrement, la diffusion, la télé. Écoute, dépendamment, comme meilleur exemple au niveau de la production de spectacle, un artiste qui est venu me voir en novembre l'année passée qui m'a dit bon, j'aimerais ça que tu me donnes un coup de main pour amener ça ailleurs avec mon équipe. Nous, on va tout mettre en place pour que l'artiste puisse faire le plus de festivals possible, avoir les meilleurs prods possibles pour pouvoir justifier les cachets qu'on va demander fait aussi. Fait que toi, proactivement, t'appelles des festivals, j'ai pushes ton du monde artiste, dans mon équipe qui sont des agents de spectacle. Moi, avec le temps, je sais mes forces, je sais dans lequel je dois déléguer, puis tout ce qui touche le télémarketing, relations de presse, promo radio, agent de spectacle pour convaincre les festivals, je laisse ça à d'autres. Pas ta force. Ah non, j'ai pas assez de diplomatie pour ça. J'ai plus de patience. Depuis que j'ai des enfants, ça l'a arrêté. Tu vois, ma plus vieille, elle a 7 ans. Tous les artistes dont tu me parles, en majorité, ça fait environ 7 ans que je travaille plus avec eux, que je me suis dit, bon, un bon moment donné, là, c'est comme ça. C'est combien de personnes, Cartel Musique? À la base, 0, un matelas, un ordinateur. Aujourd'hui, sans compter les pigistes, on est 7 à temps plein. On a repris les bureaux d'infopresse il y a 2 ans. OK. Sur Saint-Laurent. Les super bureaux. Puis, c'est ça. Je veux parler un peu du modèle de transformation de l'industrie de la musique, parce que nous, on a été dedans, moi et toi. Là. À une certaine époque, Francis, t'es peut-être pas au courant de ça, là, mais tu sais, moi, je conseillais, toi, tu le sais, parce qu'on se côtoyait, mais tu sais, j'ai conseillé Céline Dion, j'ai conseillé du gros monde, parce que ces gens-là savaient pas quoi faire avec la musique numérique. Là. Ça s'en venait. Puis moi et toi, on se rejoignait sur un point. C'était qu'on disait, tu feras plus d'argent avec ton album. Non, fini. Puis tu vas faire de l'argent avec ton show. Tes shows. Et le merch et d'autres. Mais on se faisait regarder à l'époque. Oui, vraiment. Par du dédain, là. Moi, je me suis fait dire par Angelil, le jeune, ça arrivera pas. C'est vraiment, là, tu sais. Ah ouais, non, fallait le voir venir. Puis... T'sais, comme nous, on l'a vu venir, je suis super content. Il y a du monde qui sont pas dans notre situation que c'est pas ça qui s'est passé pour eux malgré eux. Mais moi, tout ce qui est arrivé de toutes les plateformes digitales, toutes les métadonnées, toutes les stats qui viennent avec, c'est du day job pour moi. Puis c'est une des raisons pour lesquelles ma business elle a atteint un certain niveau, parce que ça me permettait de
connaître beaucoup plus les consommateurs qu'avant. Puis ça l'a vraiment changé la game. Puis moi, j'ai tourné ça à mon avantage. Il y a eu beaucoup de résistance quand même. Même Ben ouais, mais je comprends. ouais. Il y en a toujours dans n'importe quoi, dans toute l'histoire. Dès que tu vois que le système va complètement virer, il y a toujours du monde qui était bien installé dans l'ancien système. Puis je les comprends. Ils veulent pas que ce système-là parte. Mais d'un autre côté, tu te ramasses des fois, t'as juste plus le choix. Là. Il existe encore un peu de nostalgie aujourd'hui de cette époque-là, j'ai l'impression. Ben, qui se retrouvent avec les acheteurs de vinyle, ils sont servis. Moi, c'est de même que je prends ça. Je veux dire, on printe encore des vinyles, on vend plus de CD. Mais les vinyles, pour certains projets, c'est fou, hein? les vinyles, les audiophiles qui vont mettre leur vinyle sur leur table, qui vont se mettre leurs écouteurs puis qui feront rien pendant une heure. Hey, j'ai des chums qui ont acheté le dernier album de Taylor Swift en vinyle. Il est blanc. Ah ouais, le vinyle, ça c'est fonctionne super bien encore. Les vinyles, ça voyage bien aussi. Au niveau de l'exportation, c'est impressionnant. Mais ça reste que quelqu'un qui va m'acheter un produit physique, le système n'était pas assez fait pour que quand quelqu'un scannait un album physique, je savais exactement c'était qui, quel âge qu'il avait, c'était quoi ses centres d'intérêt. Maintenant, je le sais, je sais où il habite, je sais quel âge qu'il a. Ça me permet de planifier mes tournées en conséquence. C'est ça que tu me disais. Je nommerai pas l'artiste, mais tu m'as dit que tu passais beaucoup de temps à regarder les stats de Spotify. C'est ça la pour game. Voir, tu sais, l'artiste il est consommé où? On devrait-tu faire des shows Spotify, là-bas? YouTube, c'est la meilleure façon de pouvoir travailler ta carrière à l'international. Ah oui, absolument. Absolument. Moi, dans ma business, c'est pas moi qui va dire « Ah, tu devrais sortir cette chanson-là à la radio » ou « Si j'étais toi, ce serait ce vidéoclip-là que je tournerais. » Mais je sais qui t'écoute, sur quoi qui trippe, d'où ils viennent, combien sont prêts à payer pour un billet de show. Puis on travaille là-dessus. C'est comme le Moneyball de la musique, là, dans une certaine mesure. Je veux dire, c'est un nouveau monde que t'as pas le choix. Tu peux pas fermer les yeux là-dessus. Sinon, je dirais que quasiment toute ta business va être basé sur un coup de chance. La pandémie, ça a été comment? Ça a été... moi, je vais toucher du bois, mais j'ai eu Ça tombe bien, la table est en bois pour ceux qui nous écoutent seulement. J'ai eu un blues un peu quand ça s'est terminé. T'étais triste de la fin de la pandémie? Ben moi, dans mon cas particulier, c'est vraiment... Si tu veux, on peut s'organiser pour que ça revienne. Non, parce que maintenant, ma blonde est plus en congé de maternité, puis garderie, école, puis tout ça, blablabla. Mais quand la pandémie est arrivée, ma blonde était... On venait juste d'avoir notre deuxième. On s'est enfermé au chalet comme pendant toute la première vague. Moi, pour pas que ça aille bien, il aurait fallu que YouTube, Spotify, Apple Music crash. Ce qui n'est pas arrivé. Ce qui est vraiment pas arrivé. Les chiffres ont augmenté, effectivement. Puis après ça, quand ça a recommencé à fonctionner, on a un support du gouvernement québécois comme j'avais jamais vu de ma vie. Là. C'est incroyable. Ça, on critique souvent le gouvernement du Québec, là, à tort ou à raison, mais j'ai quand même plusieurs amis en culture, théâtre, Ligue nationale d'improvisation avec qui je suis proche. Ça a quand même été une période où ils ont été plutôt cool avec les artistes et les artisans. Moi, je connais je ne veux pas nommer personne, mais qui faisaient pas de spectacle puis qui recevaient quand même les subs. Là, nous, c'était de l'autre côté. C'était plus. Nous, c'était d'un côté que ça a été la situation dans ma carrière où toutes les choses qu'on voulait faire, qu'on pouvait pas se permettre de faire, on a réussi à les faire. On les a tweakés différemment, mais je veux dire, le gouvernement québécois, il te payait 100% de ta prod. Fallait que tu l'avances, mais il te remboursait. Fait que si, mettons, moi, je voulais faire une captation incroyable que j'avais toujours voulu faire avec le Festival Western de Saint-Tite, ben là, je pouvais leur proposer un projet, l'hivernal du Festival Western de Saint-Tite, en ligne, que j'allais tout payer à 100%. On a pris les espaces où ils font le rodéo. On a vraiment fait une prod de stade pour ça. Oui, c'était triste parce qu'il y avait... Sans public, c'était triste parce qu'il n'y avait pas de public. Mais d'un autre côté, ça m'a permis de le faire. Fait qu'après ça, quand ça a réouvert, moi, je l'avais fait, j'étais capable de le faire. J'avais acquis mon expérience de production pendant la pandémie. Puis j'engageais 60, 65, 70 personnes que je leur sortais de... Tu sais, ils faisaient de quoi, là? C'était le fun, là. Fait que pour moi, la pandémie, c'est vraiment... Tu sais, tu vois, j'ai parti ma branche de production de spectacle en 2019 avec... j'ai lancé Stone, un hommage à Luc Plamondon, qu'on a fait au Francophonie. Après, on a fait au Festival de Tête Québec. Après, j'ai eu des offres pour faire 3 soirs à la Maison Symphonique avec l'OSM. 3 semaines après, la pandémie a parti.
La première semaine, tu es comme, wow, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais après ça, tu regardes c'est quoi que t'as pour pouvoir continuer à travailler puis faire tes affaires. Puis il fallait que tu ailles le chercher, mais il fallait que tu aies des idées que le gouvernement dit, OK, ça c'est beau, ça c'est le fun, ça va engager tant de personnes, let's go, on part. Phil, tu parlais du vinyle de Taylor Swift. J'aimerais ça t'entendre un petit peu là-dessus. C'est quand même un phénomène comme... incroyable, Eras Tour, genre milliardaire, what the hell, je veux dire, absolument. Il y a eu des stars dans l'histoire, là, mais comme du point de vue, c'est un show d'économie, là, je veux dire, pour moi c'est comme, c'est fabuleux et terrorisant, là, c'est comme... tout l'argent s'en va vers une personne. Ah, c'est hallucinant. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, moi, ce phénomène-là? Sans ses opinions sur la musique, mais c'est vraiment la business de Taylor Swift. Moi, je suis content pour elle parce que ça fait énormément longtemps qu'elle est là, Taylor Swift. Puis, récemment, elle a vraiment repris le contrôle de sa carrière au complet. Puis c'est à ce moment-là que tout y arrive. C'est un artiste qui prend toutes les décisions. Si ça avait été sur un artiste réputé pour juste faire ses shows, détruire ses chambres d'hôtel, pas trop être au courant de ce qui se passe, puis que c'est un autre producteur par-dessus lui qui empoche tous les millions, j'aurais fait, bon, OK, ils se sont fait squeezer à la Pussycat Doll, mettons. Mais au niveau de Taylor Swift, avec l'historique qui suit Taylor Swift, puis il y a aussi le fait que je pense que la majorité des fans connaissent l'histoire et l'ont suivi. Puis c'est une des genres rares artistes à pouvoir se rendre où aller présentement puis tout contrôler. Ça explique aussi pourquoi le succès de la patente. C'est qui la David Dubé de Taylor Swift? Est-ce que t'es... J'en ai aucune idée. D'après moi, c'est Taylor Swift. Non, mais si t'écoutes son documentaire sur Netflix, que tu te rends compte à quel point que c'est elle qui dirige tout, autant en studio que dans sa carrière. Je connais un avocat qui a réglé qui a paraphé, qui a fait la paraphe du contrat de sa venue à Toronto. Et elle était sur l'appel pour les modifications. Je te dis. Elle-même. Elle gère tout. Fait qu'elle n'a pas besoin d'un gars comme toi. Ben, je veux dire, tout le monde a besoin d'un gars comme moi dans ses débuts de carrière. Non, mais c'est vrai, au moins dans ses débuts de carrière. Arrive un certain moment où si les artistes, ils savent quoi faire puis ils volent de leurs ailes. C'est juste que quand tu pars, c'est comme pas trop dirigé. Non, mais il n'y a pas que ça. Je veux pas te flatter dans le dos, mais on a parlé, je vais le nommer, là, Jonathan Roy. On en a parlé, moi, puis toi, en ronde tantôt. Mais moi, j'aurais jamais écouté Jonathan Roy. Puis je connaissais pourtant à cause de son père, puis qui avait été chorégraphe. Mais crime, j'ai commencé à l'écouter il y a un an à peu près. C'est fort. Puis là, tu me dis, Philippe, c'est moi qui l'ai repris. Puis là, je dis pas que tout le succès te revient, mais je te dis juste que à un moment donné, ça veut pas dire que tu prends juste des nouveaux aussi. Tu reprends des gens pour les recadrer. Jonathan, fallait quand même travailler ça comme un nouvel artiste à l'extérieur du Québec. Parce que, l'histoire qui roule depuis 20-25 ans, tu sors du Canada, personne n'est au courant de ça, là. Personne n'est au courant de ça, là. Fait que, c'était vraiment comme le montrer comme un nouveau. Mais la différence avec Joe, c'est que son channel YouTube fonctionne tellement que c'est des beaux arguments pour moi. Là. Si je sais que dans le dernier 30 jours, tu as 52 000 personnes à Genève qui ont écouté le vidéo, je vais prendre une salle pour mettre 2500, 3000 billets en vente à Genève. Je le sais que je vais les vendre. Là. Fait que c'est voilà. Moi, la seconde que tu me parles de « Ah, c'est pas un joueur de hockey, blablabla », en partant au téléphone, je le sais quel âge que t'as. C'est sûr et certain. N'importe qui avec qui j'ai une discussion qui a en bas de 30 ans, souvent même pas au courant de l'histoire. La moyenne de mon staff est autour de 25-27 ans. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas au courant de l'histoire. Puis tu voyages-tu autant qu'avant? Parce qu'on s'est croisés. En fait, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a 4 ans ou 5 ans dans un avion. Ouais. Moi, pour Paris. Avant d'avoir mes enfants, c'était Nexus Pass, Quicks Sécurité, Paris. C'est ça, Paris à toi et moi, tu connais douanier, ils savent t'es qui, tu passes avec tes codes QR, tu t'enregistres à ces codes. Quand j'ai eu ma première fille, la première fois que je suis parti, j'ai senti qu'il y avait de quoi de bizarre qui se passait. Fait que depuis ce temps-là, c'est plus d'autres mondes au bureau qui partent plutôt que moi. Mais ça rend le monde au bureau super heureux. Tu sais, mon adjointe, elle a fait comme le tour du monde l'année passée. Tu sais, on a fait une prod, on faisait une prod à Singapour, on en faisait un autre à Rotterdam.
Fait qu'elle est partie de ce bar-ci, puis elle est revenue de l'autre bar. Elle est partie vers Vancouver, puis elle est revenue de l'autre bar. Ouais. Peut-être une petite dernière, mais là, on a parlé avec toi des 20 dernières. Qu'est-ce qui s'en vient dans les 20 prochaines, selon toi? Je vais commencer à penser beaucoup à la passation de ma compagnie. Okay. Je vais rester actionnaire, mais je commence cette année à redistribuer des actions à mes employés qui sont là depuis le plus longtemps, avec qui j'ai beaucoup de T'es un boomer, succès. toi, dans le fond, c'est ça? Non, je suis pas là. Non, je suis pas là, je suis avant. J'espère que les gens nous regardent et ne font pas juste nous écouter. Non, je suis avant. Clairement, il n'a pas 72 ans. Non. Puis c'est ça, je commence beaucoup à penser à la passation de ma compagnie parce que je veux léguer de quoi, je veux que ça continue. C'est cool. Puis je le sais que là où on est rendu présentement, si c'est bien drivé, si c'est bien entretenu, puis si c'est avec du monde qui me ressemble, ça peut continuer même si puis je suis pour toi, là. c'est intéressant, donc ça passe par les employés, là, donc c'est pas un partner senior que tu vas amener là, du champ gauche ou un repreneur. Moi, il faut dire que j'ai pas vraiment beaucoup de roulement dans mon staff depuis 2018. Okay. J'ai fait aucun licenciement pendant la COVID, même que j'ai engagé. À la COVID, on était 3-4, là, on est rendu 7. Je sais que j'ai beaucoup de respect envers ces personnes-là parce que j'étais un des seuls qui licenciaient pas pendant la... Tout le monde dans leur entourage, tout le chum perdait le job. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est important. Je sais qu'ils sont dévoués. Je sais que c'est avec eux que j'ai bâti. Les 5 dernières années, on double à chaque année le chiffre d'affaires. Je pensais qu'on allait plafonner l'année passée. Non. Parce que quand tu arrives à 2 millions de musique, tu as commencé à faire le tour pas mal. Là. Mais non, ça continue. Fait que je sais que je peux léguer de quoi de fun. C'est sûr qu'un actionnaire qui débarquerait, s'il est à l'aise avec ceux que je veux nommer en direction, oui, absolument. Mais mon staff avant tout, puis on est vraiment une belle famille, puis ce qu'on a acquis, puis ce qu'on a réussi à faire, c'est fou. Là. Hey David, je voulais te remercier. David Dubé, PDG de Cartel Musique, un bon vieux chum que j'avais pas vu depuis longtemps. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait vraiment plaisir, les gars. Très le fun. À la prochaine. Yes! Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Yes, on parle beaucoup à l'émission d'immobilier. Phil? Yes. C'est à cause de moi? Oui, ben en fait, c'est toi qui aimes l'immobilier. C'est un peu de ma faute. Moi, c'est en fait, mais non, mais moi, j'apprends à connaître ça. Non, c'est pas que je veux ça. En plus, t'es locataire. Propriétaire de 3 immeubles, mais locataire moi-même. On parle beaucoup d'immobilier, puis évidemment, le narrative, l'histoire qu'on se raconte beaucoup ces temps-ci, c'est que ça va mal, les taux sont élevés, bon, il y a moins de transactions, les gens, bon, est-ce qu'il y aura une baisse des valeurs, etc. Puis on est tombé là-dessus, là, dans les dernières semaines, une vente record, en fait, pour sa valeur, en tout cas, puis possiblement là, pour la propriété elle-même. Une vente pour une propriété dans les Laurentides qui s'est vendue pour 7,9 millions de dollars. Oui, ça, exactement. Et donc, on s'est dit qu'on allait inviter les courtiers coupables de cette vente, responsables de cette vente. Marc-Claude Bergeron, bonjour, puis Samuel Larocque, salut. Enchanté. Vous êtes partner, là, maintenant. On va en parler tout à l'heure, mais commençons par cette fameuse vente, là, 7,9 millions de dollars. C'est une bonne affaire pour vous, j'imagine, déjà. Oui, définitivement. Ça peut arrêter de travailler pour l'année, là, maintenant. Non, pas nécessairement. Mais blague à part, parlez-nous un petit peu du processus. Comment, je veux dire, il y a quelqu'un qui avait une maison qui valait grosso modo 8 millions de dollars, give or take 1 million, rendu là, mais il y a quelqu'un qui avait une propriété vraiment de grande qualité qui voulait vendre, puis il vous approche, vous l'approchez. Tu sais, c'est quoi le processus pour décrocher un mandat comme celui-là quand on est courtier? Il faut-tu danser une petite danse spéciale ou le bombarder de pubs dans sa boîte aux lettres ou le spammer sur Internet? Non, mais je blague, mais comment ça vient à vous, une histoire comme celle-là? Bien, dans le cas de l'Estérel, c'était vraiment un contact qu'on avait, dans le fond, un client qu'on avait déjà dans notre réseau qui avait une autre maison sur la Rive-Nord, qui était aussi une de nos inscriptions, qui avait acheté ce terrain-là à l'Estérel pour de déménager, disons, de son inscription à Boisbriand pour aller jusqu'à l'Estérel. Mais entre-temps, il est tombé en amour avec une autre propriété, un autre terrain. Pas une autre femme. Non, un autre terrain à l'Estérel, un autre terrain magnifique aussi. Donc, l'objectif était de transférer vers le nouveau terrain. Fait qu'on a, d'abord, l'inscription était exclusive, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été sur Centris. On avait un mandat exclusif avec le vendeur pour vendre la propriété en dehors des portails connus. Là. Donc, c'était vraiment du bouche à oreille qu'on devait faire puis présenter ça aux clients
ou aux courtiers ciblés. Juste pour que je comprenne, moi qui connais moins ça, là, mais comment tu fais pour s'il n'est pas listé? Ben, en fait, il y a plusieurs façons. Initialement, quand on nous engage, ça vient avec un gros réseau de contacts. C'est une liste de clients, des courtiers. Qui ont déjà acheté avec vous. Qui ont déjà acheté, qu'on a dans notre base de données. Dans notre agence, dans l'intérieur de notre agence, tous les courtiers J'ai collaborent. oublié de le préciser, mais vous êtes tous les deux chez Ingalls & Baldwin, Exactement. qui est comme une agence parmi les très bonnes là, haut de gamme au Québec et dans le monde. Là, mais ça aide. Ça aide beaucoup, c'est ça. Quand c'est hors marché, ben, dans le haut de gamme, évidemment, c'est souvent peu surcentriste que ça se passe, dans le sens que c'est de vraiment cibler les courtiers qui ont leurs clients acheteurs. Souvent, le client n'est peut-être même pas à la recherche officiellement, mais c'est comme c'est un peu comme magasiner une pièce d'or. Il y a 8 millions qui traînent. C'est lui, il se dit, en fait, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ce 8 millions? Nous, on magasine des vinyles une fois de temps en temps. Lui, c'est je l'ai vu à 55$ l'autre fil. Je vais t'envoyer le lien. Mais blague à part, il a visité la maison de notre acheteur pendant 10 minutes là, pour avoir un coup de cœur. Fait que c'est vraiment comme une pièce d'or. C'est quand même une maison, on va se le dire, unique. Pouvez-vous nous en parler? Vous l'avez visité plus d'une fois, j'imagine, vous-même. À quoi ça ressemble? Bon, il y a des gens qui nous écoutent, ils voient vos faces, là, mais la maison, elle, si on devait à la décrire en quelques mots. Là, ça... écoute, premièrement, c'est une très grande maison. C'est une maison de 10 750 pieds carrés, qui est de l'architecte Mario Ardonetto. Puis qui est très reconnu là, dans les Laurentides, puis juste au terme de design. Là. Sur le bord d'un lac. Non, mais en termes de design très reconnu. Non, mais je veux la maison. Sur le bord d'un lac, évidemment. Là, puis c'est un très grand terrain de 40 000 pieds carrés. Puis le fait que ça soit en pente, ça donne un effet un effet unique et exclusif. Là. Puis, la maison d'en haut, elle avait pas l'air. Dans le sens, elle s'est quand même assez bien cachée. Faut que tu descendes un petit peu. Mais du bord de l'eau, c'est la assez personne qui a majestueux. acheté ça, il n'était pas sa PCU. Là. Ça, c'est sûr. Non, exactement. Puis, rendu là, tu sais, vous parlez d'œuvres d'art. Puis ça m'intéresse parce que c'est un autre marché, moi, qui, sans être un grand participant, je trouve ça intéressant. Parce que dans l'art, tu sais, ça vaut ce que le monde sont prêts à payer. Là, la toile, elle vaut 300$ chez Omar Dessert. Mais une fois que tu as fait le... Faut trouver l'acheteur l'acheteur qui est prêt à payer 50 000, 3 millions ou 450 millions US, là, comme le truc de Vinci. Mais qu'est-ce qui contribue à fixer un prix comme celui-là, 8 millions? Pourquoi c'était pas 9 ou 12 ou 24 ou 6? Qu'est-ce qui détermine la valeur? Dans le cas présent, c'était quand même un peu plus facile parce qu'on avait quand même c'était une résidence qui venait d'être construite. Fait qu'on avait quand même un coût de construction qui venait quand même nous aider. Ensuite, bon, évidemment, on a fixé un prix en se disant, bon, on regarde un peu de comparable, mais il y a peu de comparables, sinon pas. C'est plus de se dire, bon, je vais regarder les maisons à 8 millions de dollars dans le coin. C'était plus qu'est-ce que le client vendeur avait en tête, puis qui fait du sens par rapport au coût de construction. Parce que vous avez dit 8, puis la vente s'est faite à 7,9. Fait que vous étiez quand même, je veux dire, c'était pas, c'était ni beaucoup plus ni beaucoup moins. Là. Vous étiez proche de la vraie valeur de marché, on pourrait dire. C'est sûr que, tu sais, au Québec, on l'utilise un peu moins dans les maisons, mais en termes, nous, on avait fait quand même un calcul au pied carré. Là. Ça donnait environ 800$ du pied carré. C'est cher? Pas nécessairement. Pour les propriétés de luxe, peut-être. Pour les bords de l'eau, on voit quand même Tremblant. En bas de 1000, c'est ça. En bas de 1000$. Il y a 10 000$ du pied carré à Tremblant qui a été fait. Fait que ça nous donnait quand même un bon gauge. J'essaie de calculer la valeur de mon chalet à 800$ du pied carré. Que je devrais considérer vendre, finalement. Fais-toi une rallonge. Genre sur le plywood. Il y a des pieds carrés. Et puis donc, là, c'est une vente record. C'est jamais vendu dans la région des Laurentides une propriété... évidemment, source centriste. Source centriste. Mais il y en a d'autres qui sont vendus un peu moins, j'imagine. Ça se compare comment, mettons, à d'autres belles, grandes propriétés? Si on regarde les Laurentides, l'autre qui était proche dans les Laurentides... Il y en avait une à 7,3, il y en avait une à 7,3 millions. Mais tu sais, on se le cachera pas, il y a quand même des ventes privées qui se font. Qu'on n'entend pas. Qu'on n'entend pas. Dont on ne parle pas à la radio. Non, exactement. Fait que, tu sais, il y a des ventes privées. Mais dernièrement, tu sais, on en discutait, puis la dernière année, il y a eu énormément de records qui ont été battus un petit peu partout. Là. Il y a une maison qui s'est vendue à Magog. Ça faisait quand même proche 2 ans qui était sur le marché. Fait on dirait que dans l'année 2023, là, il y a eu, même si on parle souvent de ralentissement, les ventes records se bousculent pas mal. Même dans des secteurs comme Outremont aussi, on a comme
Et puis, donc là, on va quand même poser la question. L'économie va moins bien, les taux sont élevés. Comment vous expliquez ça? Que, je veux dire, je comprends qu'il y a des riches, puis que les riches ils ont beaucoup d'argent, mais comme c'est une valeur refuge, les monde achètent des propriétés au lieu d'acheter de l'or. C'est quoi votre raisonnement, là, vous qui êtes dans le marché? Là, Je pense que le ultra haut de gamme, il y a certains produits qui sont très uniques. C'est une rareté, comme il y a eu 2 ventes à Outremont qui se sont fait dernièrement, record, mais tu sais, le client attendait juste pour ça, là, pour cette maison-là. Je pense que la maison à l'Estérel, on avait le client qui attendait juste pour ça. Mais ce client-là aurait pu attendre 2 ans s'il n'avait pas tombé sur le produit coup de cœur. Fait que je pense que c'est plus une question de magasiner un produit en question. Et en ce moment, c'est un coup de cœur, donc il n'y a pas c'est émotif, là, il n'y a pas le côté, mais est-ce que c'est nécessairement un bon investissement? Je pense pas qu'il se pose cette question-là. C'est plus de dire, je veux habiter là. Puis fait que c'est des gens qui vont habiter là. Oui, 100%. Des gens... Ça ne se retrouvera pas sur Airbnb. Non, c'est des gens... 108 000 par nuit. Non, mais tu sais, je pense que le marché, il faut le voir en faire des fragments, bons parties quand même. Gang d'Ontariens qui viennent, faire des trous dans les murs. Là, ça doit être fun. Excuse-moi, mais oui, non, c'est ça, j'allais dire. Tu sais, le marché, je pense qu'il faut le voir en fragments. Tu sais, le marché des plex, il ne performe pas autant que le marché du condo centre-ville ou que le marché de la banlieue dans la maison de 500-600 000. Et tout dépend des secteurs aussi. Fait que, tu sais, il faut vraiment voir le marché, il faut le voir en fragments puis par gamme de prix. Puis voir dans quel, tu sais, ça performe vraiment différemment. Là. Team Saint-Lambert, comme tu le sais. Ouais, c'est ça. Résiste à toute forme de ralentissement économique. C'est ça. Saint-Lambert, c'est quand même, le marché va encore un microcosme un peu particulier. J'aime ton idée de segment. Ouais. Vous êtes jeune, là, je vous regarde. On ne parle jamais de l'âge des femmes, mais quand même, vous n'avez pas 70 ans. Et là, vous établissez un record. Fait que là, est-ce que c'est comme vous avez déjà piqué, puis it's only gonna get worse from here, ou comme... On espère. Comment vous imaginez les prochaines étapes? Là? Quand on bat des records à un jeune âge, des fois, ça peut être stressant. Est-ce que je vais jamais être à la hauteur de ce record-là? Comment vous voyez ça? C'est définitivement une transaction qu'on est super fiers. Évidemment, il y a beaucoup de travail, beaucoup de négociations. Ça a été une transaction sur laquelle ça a été des montagnes russes d'émotions. Là, ça s'est pas fait en une semaine. Mais évidemment, je veux dire, en tant que courtier immobilier, on est toujours à la recherche d'un nouveau projet. Puis c'est une vente, c'est faite maintenant. Et on veut juste faire un nouveau record. Nouveau record, OK. Je pense que c'est ça. Pour l'instant, on peut pas en parler, mais il y a des belles choses qui des belles choses dans les tuyaux. Fait que on se rebook dans 2 mois, c'est ça? La prochaine? Je l'espère. Finissons un petit peu en parlant de vous. Donc, vous êtes courtier depuis plusieurs années tous les deux. Vous êtes chez Engel & Volker, on l'a dit tout à l'heure. Et vous avez récemment annoncé là, sur les médias sociaux, là, je vous suis tous les deux, votre union professionnelle. On peut dire ça comme ça. Comment ça marche concrètement, sans rentrer dans les détails financiers nécessairement? Mais Samuel et moi, on travaille ensemble déjà depuis 2020. Dans le fond, moi, je suis tombée en congé de maternité, si on veut dire, là, si je peux dire officiellement que j'étais en congé de maternité. À la fin de l'année 2020. Tu as vendu moins de maisons cette année-là? J'ai comme pris temporairement une petite pause tampon. Je me suis dit, bon, je vais m'affilier avec Samuel. On va travailler ensemble, au moins sur les propriétés pendant un certain temps. Finalement, de fil en aiguille, on a continué à travailler ensemble. Donc, peut-être plus comme sans que les gens sachent nécessairement, on prenait nos transactions en collaboration, souvent exclusifs, puis on a décidé de mettre plus un partenariat officiel. Je sais pas comment. Avez-vous une compagnie en commun? Non, c'est vraiment tous les posters à vos deux faces? C'est quoi une union dans le courtage immobilier? C'est un partenariat, c'est un duo Shingle & Volkers, parce que on n'a pas vraiment des Shingle, on est plus dans la spécialisation que dans le volume. Fait que on n'a pas des équipes en dessous de nous, là. Puis, non, c'est vraiment un duo. Puis moi, ça faisait... Finalement, en bout de la ligne, c'est que chaque inscription, on la prend en collaboration. Donc, c'est les deux noms qui apparaissent sur un contrat de courtage. Puis, est-ce que vous avez chacun vos forces, vos faiblesses? Bon, c'est mettons, on commence avec toi, Marc-Claude. Qu'est-ce qui fait bien? C'est le bon cop, bad cop. C'est le bon cop, qu'est-ce qui fait mal? mais c'est vrai qu'on est vraiment bon cop, bad cop, puis on se complète beaucoup. C'est qui le bad cop? C'est toi, ça? Je pense que c'est moi. Fait que t'envoies chier le monde. Non, tu peux pas la maison, c'est trop cher, tu peux pas te la permettre. Non, je blague. Non, mais tu sais, être à deux, je pense, au niveau des négociations, le plus dur dans notre travail, surtout dans le haut de gamme, je pense, c'est gérer les personnalités de nos vendeurs puis de nos acheteurs. D'autant plus que ce sont des gens, tu sais, quand ils ont de l'argent, je veux dire, c'est peut-être des directeurs d'entreprise, etc. Fait que je pense que le plus dur dans notre travail, c'est de bien manœuvrer dans les négociations
c'est rare qu'on peut entrer en confrontation avec eux, mais c'est de bien les conseiller. Puis des alors, fois, il faut être un peu plus dur. Puis plus de misère, moi, avec ça. Mais aussi, au niveau de la créativité, en ce moment, on n'est pas dans un marché comme pré-COVID ou COVID où ce que les agents immobiliers avaient pratiquement rien à faire ou quoi que ce soit, dans le sens qu'on inscrivait sur Centris puis ça partait tout seul. Maintenant, on brainstorm souvent, on est tout le temps à la recherche des nouvelles idées, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre de l'avant une publication. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus aussi. Là. Moi, j'ai visité des maisons, Phil, là, pendant la COVID. Là. La courtière, elle ouvrait la porte, elle s'asseyait dans la cuisine, puis elle foutait fuck all. Puis c'était juste comme... Puis à un moment donné, il y avait des offres qui rentraient. Puis non, mais il y en a 3. Là. Puis c'était comme... Tu sais, c'est quand même fou là, que ces gens ils sont payés, vous gagnez vos vies. Là. Mais on le voit en ce moment. Il y a quand même... faut travailler plus fort un petit peu. Il y a eu un gros filtre quand même. Mais il y a un filtre, il y a un filtre qui se fait en ce moment dans les agents. Dans le métier. Si on peut le dire. On voit quand même que... le cycle est en train de changer. Là. Ben, je pense qu'il y a eu un article là-dessus sur un certain nombre de non-renouvellement de permis après le COVID. Je ne vais pas être désagréable envers un corps de métier, mais moi, j'avais vu beaucoup d'agents de bord devenir courtier immobilier pendant la pandémie. Puis là, tu veux pas, les avions ont commencé à voler. Ils sont retournés agents de bord. Ils sont retournés agents de bord. C'est un agent de bord, un courtier, tu marches dans des couloirs, t'as des petits chips. Mais c'est bien que tu ouvres la porte quand même là-dessus parce qu'à la défense, même si les gens pensent souvent qu'on fait énormément d'argent super facilement en ne travaillant pas, le salaire moyen d'un courtier immobilier n'est pas du tout dans les moins qu'un chauffeur d'autobus à la STM, je pense. On a énormément de dépenses aussi. 63 000, ça va faire exactement. Puis pour la maison à l'Estérel, entre autres, par exemple, on avait quand même énormément de dépenses dans le sens que toutes les publicités qu'on voit sur Facebook, derrière ça, nous, il y a quand même un coût. On booste avec de l'argent, on prend des vidéos, on prend des photos, nos licences, tout ça. Fait que donc, écoutez, les auditeurs qui veulent voir à quoi ça ressemble une propriété de 7,9 millions de dollars, il y a un article dans le Journal de Montréal. Fait qu'on a la vue du lac, mais sinon, vous pouvez aller sur Google Street View, 11 rue d'Esterne, c'est ça. Et aller voir, en tout cas, l'entrée. Mais là, vue d'en haut, apparemment, ça a l'air de rien, là, ce que tu disais. C'est ça, faut aller un petit peu plus. Faut vraiment aller lire l'article du journal. Donc, Marc-Claude Bergeron, Samuel Larocque, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment le fun. Puis, on vous réaccueille pour la prochaine transaction record. On l'espère. D'ici la fin de l'année, là, si j'ai bien compris. Ça marche. Merci. Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. Rendu à la question du public, on vous rappelle que vous pouvez tout le temps nous écrire à studio@cube.radio ou nous trouver Francis Gosselin ou moi-même Philippe Richard Bertrand dans les médias sociaux. La question de cette semaine, c'est suite à la condamnation du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est-ce que les crypto-monnaies sont toujours un univers intéressant pour l'investisseur moyen? Grande question. C'est intéressant. Déjà, Sam Bankman-Fried a été condamné pour trois motifs principaux. Il y a 7 accusations, mais grosso modo, il y avait fraude, blanchiment d'argent, puis il y avait un troisième truc, là, j'oublie le truc, mais... Il va mourir en prison. Tu penses? Je sais pas, il est jeune, il a comme 30 ans. Oui, mais écoute, il encourt 110 ans. Oui, mais ils vont pas lui donner 110 ans. Moi, je pense qu'ils vont en faire un exemple. Ah ouais? Staple him to the wall. Bébé, Excusez, en anglais, là. Nail him to the cross, en anglais, comme on dit. Mais bon. J'avoue que c'est le paradoxe. Il était comme un peu l'enfant roi qui l'avait plus blanc que blanc. Puis là, soudainement, c'était tout un scam. Pas rien que ça. Ses parents, là, parents là, qui sont d'éminents professeurs à Stanford, en droit. Là, tu sais que ses parents avaient mis la caution. Ouais, puis ils ont perdu la caution. Mais la caution, c'était... Des millions de dollars. Oui, je sais. Mais ils sont très riches, ses parents, si j'ai bien compris. Ça pour dire, ils doivent pas être contents. Puis bon, évidemment, c'est leur petit-fils Génie qui était milliardaire hier et qui maintenant... Génie. Non, mais... pas bon, là. Oui, mais qui a monté une patente de 32 milliards qui ne valait pas rien. Mais bref, écoute, les crypto-monnaies. C'est tellement compliqué. Est-ce que c'est bon un investissement pour l'investisseur moyen? Non. Est-ce que c'est un bon investissement pour des investisseurs qui s'intéressent à ça, qui veulent essayer de comprendre, etc.? Objectivement, non. Mais quand même, je pense qu'il y a quelque chose derrière ça. Il y a une technologie, blockchain, il y a Bitcoin, qui est comme une espèce de rêve un peu idéologique d'une monnaie sans État, qui est utilisée à plein de fins pour transférer de l'argent international, pour...
peut-être pour servir de réserve de valeur, peut-être blanchir de l'argent, pour acheter des armes, pour vendre de la drogue, mais il pourrait y avoir des usages légitimes. L'ambiguïté avec Bitcoin puis avec les crypto-monnaies en général, c'est qu'il y a comme justement une ambiguïté. Il y a des partisans de ces instruments-là financiers qui disent que c'est une réserve de valeur. C'est comme acheter des dollars US ou de l'or ou de l'immobilier tant qu'à ça, c'est-à-dire park ton argent là-dedans. Le problème, évidemment, c'est que c'est assez difficile de le voir comme ça dans la mesure où le cours fluctue tellement vite. Un jour, tu vas acheter un Bitcoin, il va être 30 000 $, le lendemain, il va être 20 000 $, 2 jours après, il va être 60 000 $, 2 jours après, il va être 10 000 $, 2 jours après, il va être 100 000 $. Fait que si ton objectif, c'est de parker ton argent pour plus tard, tu veux pas qu'au moment où tu vas en avoir besoin, ça vaille 50 % de moins. Non, mais ça peut pas être considéré comme une valeur refuge. Là. Ben, ça l'a été un peu, tu sais, mais justement, la fluctuation est un problème. À éviter si tu fais de la haute pression. Si tu fais de la haute pression, je fais pas de crypto-monnaie. Des crypto-monnaies, c'est une monnaie, c'est-à-dire pour payer des choses. Donc, tu veux dire, ça va remplacer le dollar US, le dollar canadien, le yen, l'euro. Le problème est le même. Un jour, ton café Starbucks, il va te coûter 5 $. Le lendemain, il va te coûter 1 $. Le lendemain, il va te coûter 40 $ parce que la fluctuation par rapport à l'économie réelle est tellement... L'amplitude est tellement grande que tu peux pas vraiment espérer t'en servir comme monnaie d'achat. Il y a plusieurs exemples. Je sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là d'un gars qui avait acheté des pizzas pour, je pense, 2 bitcoins. Puis aujourd'hui, à un moment donné, ça valait... Il avait payé ses pizzas. Il les avait pas achetés. Il a payé. C'est ça. Il avait 2 bitcoins, je ne me rappelle plus quoi, mais tu sais qu'à un moment donné, ça valait 130 000 $. Le gars, il avait eu... Mais tu sais, il y avait eu 2 pizzas à l'époque où ça valait 1 pièce, là, mettons. Puis évidemment, l'autre affaire, c'est qu'il y avait eu un pari à un moment donné entre un des grands capital risqueurs là, américains et un journaliste. Je pense que c'était Monsieur Andreessen, là, de Andreessen Horowitz. Là, donc c'est Mark Andreessen qui est comme une éminence grise de la Silicon Valley. Lui, il disait, dans X années, il y a 5% des transactions en Amérique du Nord ou aux États-Unis qui vont se faire en utilisant des crypto-monnaies. Et le journaliste disait « never in a lifetime ». Puis évidemment, le journaliste a gagné parce que, objectivement, aujourd'hui, il n'y a personne qui utilise ça pour payer. Donc, vraisemblablement, ça ne sert ni l'un ni l'autre, mais bizarrement, la valorisation totale de Bitcoin et des principales monnaies, là, Ethereum, Solana, etc., dépasse le $1 trillion. Donc, moi, je me questionne quand même, il doit y avoir quelque chose là. Et donc, je faisais l'analogie avec notre collègue Alexandre Moranville-Ouellette, là, que les auditeurs connaissent. On parlait de ça plutôt aujourd'hui en studio. Je dis, tu sais, il y a quand même des gens, je sais pas si tu dois en connaître, toi, Phil, qui achètent des billets de loterie. Ouais. Tu t'en connais? Je n'ai pas de jugement là-dessus. Tristan en régie, on connaît tous des gens qui achètent des billets de loterie. Et il y a des gens qui en achètent toutes les semaines. Non? Oui. Comme... Je sais pas c'est quoi. Moi, j'en achète jamais. C'est quoi, 2 piastres, 5 piastres? Non, c'est 7 piastres. Moi, j'en achète. Ma mère me texte. 7 piastres par semaine, mettons? Oui. Fait que 52 semaines dans l'année. Tu sais, c'est quand même, à la fin de l'année, beaucoup d'argent. Et, tu sais, je veux pas faire mon économiste plate, mais ton espérance de gain, là, l'espérance, c'est la probabilité de gagner fois le lot que tu vas gagner, c'est 0 $. Tu sais, fait que tu mets 7 $, puis en échange, tu vas recevoir 0. Tu sais. C'est ça, l'espérance de gain. Là, comme probabilistement, c'est 0, parce que tu n'as aucune chance de gagner à la loterie. Puis sur ta vie, tu vas mettre tous tes 7 $, puis à la fin, tu vas avoir 0 ou 42 piastres. Et donc, je me dis, comme si on voit la loterie comme un investissement, c'est un très mauvais investissement. Right? Puis à l'autre extrême, tu as, mettons, des valeurs refuges, style un titre d'une institution financière, mettons, une action de la RBC ou de la Banque nationale, que ça, mettons, ça fluctue là, de plus 2, moins 2. C'est vraiment, vraiment stable. Et entre les deux, tu as les crypto-monnaies. Si t'es pour mettre 7 piastres par semaine à acheter des billets de loterie, je vais te faire une recommandation à ta mère, c'est ta mère. Achète 7 $ par semaine de Bitcoin. T'as pas 0%, t'as pas 0 $ d'espérance. Pas ta logique. Il y a une bonne chance que ça va valoir rien, puis il y a une bonne chance que ça va valoir 100 000 $. Fait que, you know what? Au pire, ça vaut ce que t'as mis. Non, au pire, ça vaut rien. Au moyen, ça vaut ce que tu as mis. Puis au mieux, ben, tu fais de l'argent. Fait que c'est comme une genre de loterie postmoderne, dans le fond, que tu as peut-être des chances de gagner. Finalement, tu as peut-être des chances de perdre. Cette partie de la chronique qui est commanditée par l'Auto-Québec. Mais ce que je veux dire, Phil, c'est que je vois des gens qui dépensent dans des trucs avec un espoir de gain. Et je te garantis que par rapport à la Loto 649, Bitcoin est un bien meilleur placement. Et
la chose avec la Loto 649, c'est qu'on le sait que l'espérance de gain est nulle, alors qu'avec le Bitcoin, on n'a aucune idée. Puis ce qui est vraiment intéressant pour moi avec les crypto-monnaies, puis que je trouve fascinant, c'est que tu peux lire tous les livres que tu veux, tu peux suivre tous les cours que tu veux, tu peux étudier ça dans... Je veux dire, tu demandes à n'importe quel expert combien va valoir Bitcoin demain, personne ne peut te le dire. Mais c'est pas une boule de cristal. Nobody knows. Puis c'est, comme on dit en bon français, c'est pas un problème, c'est une composante inhérente du truc. It's not a bug, it's a feature. Et donc, pour moi, je trouve ça fascinant de comparer les crypto-monnaies à une loterie. C'est un bien meilleur placement que la loterie. Donc, si vous considérez votre investissement en Loto 649 comme étant un placement, comme investisseur moyen, je fais une recommandation. On n'a pas vraiment le droit de faire des recommandations, mais tout ceci est sous le signe de l'humour. Achetez des cryptos, vous allez voir. Peut-être qu'il y aura quelque chose à la fin ou pas. Nobody knows. Allez, je rappelle que si vous avez des questions pour nous, vous nous écrivez soit à studio@cube.radio où vous trouvez moi et mon courriel, moi et mon collègue. Et mon adresse à la maison. Et moi, c'est mon numéro d'assurance sociale, soit dit en passant. Quelqu'un veut mon carte de crédit? À la prochaine. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.